Au Niger, 2 personnes sont décédées dans les violences consécutives à l'annonce du second tour de la présidentielle. C'est le ministre de l'Intérieur qui évoque ce chiffre. Le scrutin a été remporté par Mohamed Bazoum. Au Mali, le procès du général Amadou Sanogo, meneur du coup d'État de 2012, est renvoyé au 11 mars. C'est ce qu'a indiqué la cour d'assises de Bamako. Les raisons de ce report dans cette édition. Et puis la visite du gouverneur de l'État de Borno aux survivants d'un attentat de Boko Haram. L'attaque a coûté la vie à plusieurs personnes, dont 9 enfants. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Et on ouvre ce journal par ces violences qui ont entraîné des morts au Niger. C'est le ministre de l'Intérieur du pays qui signale que 2 personnes sont mortes lors des troubles qui ont donc suivi l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Le scrutin qui a donc donné vainqueur le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum. Le bilan est de 2 morts, a déclaré le ministre à la presse, annonçant également 468 arrestations depuis mardi, y compris certains hommes politiques qu'il n'a pas nommés. L'une des personnes décédées a été victime d'une crise d'épilepsie pendant une manifestation. L'autre a été tuée par balle et était le garde du corps d'un candidat du premier tour du 27 décembre, Séni Oumarou, qui avait appelé à voter au second tour de dimanche pour Mohamed Bazoum. Il y a également eu des dégâts, destruction d'infrastructures, de biens publics et privés, selon Alada. Il a accusé le principal opposant nigérien, Amadou Hama, qui n'a pas pu se présenter à la présidentielle à cause d'une condamnation en justice, d'être à l'origine de ces troubles. Le principal responsable est recherché et, comme d'habitude, il est en fuite, mais on le trouvera, a affirmé le ministre. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé mardi la victoire du candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, avec 55,7% des voix, face à celui de l'opposition, Maman Ousmane, qui a contesté ces résultats et s'est proclamé vainqueur avec 50,3%. Des troubles ont alors éclaté à Niamey et d'autres villes du pays, des manifestants descendant dans les rues et s'en prenant aux forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Jeudi matin, la maison du correspondant de Radio France Internationale au Niger, Moussa Kaka, a été vandalisée et en partie incendiée à Niamey par des inconnus. Le procès du général malien Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État qui a précipité la déroute de l'armée face aux rebelles au nord du pays en 2012, a été reporté. L'audience trouvait donc reprendre jeudi dernier, mais il faudra désormais attendre le 11 mars prochain. Les détails. Le président de la Cour n'a pas expliqué les raisons de ce report de 2 semaines qu'il a annoncé alors que le général Sanogo, en liberté provisoire depuis plus d'1 an, avait pris place sur le banc des accusés, vêtu d'un costume blanc et portant des lunettes au verre fumé, selon des correspondants de l'AFP. Le dernier ministre de la Défense de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibrahima Daïrou Dembélé, l'ex numéro 2 de la junte Amadou Konaré et l'officier de police Siméon Keïta étaient également dans le box des accusés, selon la même source. Les avocats de la défense et des parties civiles ont indiqué que le renvoi était dû à des changements d'affectation en cours dans la haute magistrature malienne. Ce délai ne devrait pas modifier l'issue du procès des 13 autres militaires accusés, non pas du coup d'État de 2012 à proprement parler, mais de l'assassinat de 21 militaires antiboutistes. La prochaine audience pourrait voir la Cour entériner un arrangement entre les parties civiles et l'État qui a décidé l'an dernier de les indemniser, ont dit les différentes parties sans préciser si une condamnation serait prononcée ou non. Ce report ne change rien à notre position qui reste l'application du protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement en 2020. Nous avons été indemnisés. Donc le 11 mars, nos avocats vont défendre cette position, a déclaré un porte-parole des partis civils, Ismaïla Fani. La défense compte invoquer une loi sur la réconciliation nationale, adoptée en 2018, qui prévoit d'exonérer de poursuites pénales les personnes impliquées dans les événements de 2012, ainsi que l'accord d'indemnisation des partis civils, a indiqué à l'AFP un avocat des accusés, Abdourahmane Ben Mamata Touré. Au Congo-Brazzaville, 2 organisations de la société civile ont dénoncé des irrégularités constatées dans l'organisation de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Selon elles, le scrutin risque d'être biaisé et non transparent.
l'élection sera biaisée. Nous exprimons notre vive préoccupation au regard des irrégularités et autres violations de la loi constatées dans le processus de l'élection présidentielle. C'est ce qu'ont écrit dans un communiqué le Cercle des droits de l'homme et de développement CDHD et le Mouvement citoyen Ras-le-Bol, deux organisations de la société civile du Congo-Brazzaville. Il a été constaté que le processus de révision des listes électorales engagé n'a pas permis de mettre fin à certaines irrégularités. Force est de constater que ces listes sont identiques à celles datant de plusieurs décennies sans réel changement, dénoncent les deux ONG. Selon elles, cette situation n'est pas de nature à garantir une maîtrise effective du corps électoral. Elles affirment en outre qu'en prenant la décision de procéder au vote anticipé des agents de la force publique, le gouvernement n'a pas rassuré l'opinion sur le lieu de leur vote qui se fera soit dans les casernes, les camps ou encore dans les lieux habituels. La force publique votera le 17 mars et le reste de la population le 21 mars. Par ailleurs, les deux organisations accusent la majorité au pouvoir d'avoir commencé à organiser la campagne électorale alors qu'elle n'est pas encore officiellement lancée. Le scrutin va opposer le président sortant Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 36 ans et 6 autres candidats dont 2 anciens ministres, Mathias Nzon et Guy Brice Parfait Kolela, devenus de farouches opposants. Le journaliste algérien Khaled Drareni, emprisonné pendant presque 1 an pour avoir couvert une manifestation de liberté il y a quelques jours, se dit déterminé à reprendre son métier, son boulot. La prison a renforcé son engagement pour la liberté de la presse qu'il espère intouchable désormais. Le symbole de la liberté de la presse en Algérie, Khaled Drareni, se dit déterminé à reprendre le métier de journalisme et son combat pour la liberté de la presse. Incarcéré en mars 2020, l'ancien présentateur vedette est sorti de prison samedi soir à la suite de la grâce décrétée par le président Abdelmadjid Tebboune en faveur de détenus du Irak, le soulèvement populaire né en février 2019. Le journaliste s'est fait connaître en Algérie grâce à son passage de présentateur à la télévision privée, mais aussi pour son activisme sur les réseaux sociaux où il a partagé photos, slogans et déclarations en direct des défilés du Irak. Un journaliste ne mérite pas d'aller en prison. J'espère que je suis le dernier journaliste algérien qui entre en prison, plaide Khaled Drareni dans un entretien. Je ne sais faire que être journaliste. C'est la profession que j'exerce avec fierté et bonheur depuis 15 ans. Et je suis heureux de revenir à cette profession et de retrouver cette formidable profession. Et j'espère surtout que ma prison va contribuer à renforcer la liberté de la presse en Algérie, va en faire une liberté sacrée, intouchable. Et j'espère que je suis le dernier journaliste algérien qui rentre en prison. Je pense que le combat de la liberté de la presse est un combat de tous les jours et dans tous les pays du monde. J'ai souvent pensé à tous les détenus et à tous les journalistes qui sont emprisonnés dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Il n'y a pas qu'en Algérie où on met des journalistes en prison. Je suis solidaire avec eux, de leurs familles, de leurs proches. Le combat pour la liberté de la presse doit être un combat universel et je suis prêt à mener ce combat en tant que journaliste algérien. À ce jour, sa liberté n'est que provisoire, puisque ce pourvoi en cassation qu'il a introduit sera examiné ce jeudi par la Cour suprême. Malgré la libération récente d'une 50aine de détenus d'opinion, une 30aine de personnes sont toujours en prison pour des faits liés au Irak et ou aux libertés individuelles, selon le Comité national pour la libération des détenus. Le gouverneur de l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, a rendu visite aux survivants d'un attentat terroriste de Boko Haram à l'hôpital. L'attentat de la veille à Maïdougouri avait fait plusieurs morts, dont 9 enfants qui jouaient au football sur un terrain. Des obus tirés mardi par des djihadistes sur Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés, selon un nouveau bilan communiqué mercredi. Maïdougouri est l'un des derniers bastions sécurisés dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection depuis 10 ans. Des combattants djihadistes sont parvenus à franchir des fossés protégeant Maïdougouri pour pénétrer dans Kaleri, en périphérie de la ville, mardi, en fin d'après-midi. De là, ils ont tiré des obus, dont 2 ont atteint les quartiers densément peuplés d'Adamkolo et de Gouandje. Le gouverneur de l'État de Borno a rendu mercredi visite aux survivants de l'attentat. Nous avons vécu une situation similaire.
il y a exactement 1 an dans la ville de Maïdougouri. La seule solution possible est de déployer une technologie et de détecter toute personne entrant dans la ville en vue de nuire à la population. Quand cela s'est produit, mon lieu de travail est tout près et j'ai vu quelque chose de rouge arriver et avant de retomber et renverser et tuer beaucoup de gens. Maïdougouri, un des derniers bastions sécurisés de l'État de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste au Nigeria, est sporadiquement ciblé par des attaques. En juillet 2020, des djihadistes avaient également tiré des roquettes depuis l'extérieur de la ville, tuant 4 personnes et faisant 3 blessés. Depuis la fin de l'année 2020, les attaques meurtrières se sont intensifiées dans la région, poussant le président Muhammadu Buhari, sous le feu des critiques, à remplacer fin janvier les 4 principaux chefs de l'armée. La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a été lancée en Guinée. Plus d'1 semaine après la résurgence de la maladie, cette opération se déroule dans un hôpital régional où directeurs, médecins, infirmiers et cas contacts reçoivent leur injection. La vaccination a débuté mardi, d'abord dans la région de Nzere-Koré, mais aussi à Doubreka, dans la périphérie de Conakry. Le ministre de la Santé, le général Rémi Lama, a dit espérer en avoir terminé avec la fièvre hémorragique Ebola dans un délai de 6 semaines. Mais il faudra pour cela vaincre les réticences des populations, conviennent les spécialistes. La campagne s'est poursuivie mercredi à l'hôpital régional de Nzere-Koré, où directeurs, médecins, infirmiers, cas contacts ont reçu leur injection ainsi que quelques cachets de paracétamol contre les éventuels effets secondaires. À Conakry, 3 autres volontaires ont également été vaccinés mercredi par des agents médicaux en tenue de protection intégrale dans une tente dressée dans la cour de la base militaire. 10 cas contacts de la première victime répertoriée, une infirmière ou de son mari, lui aussi infecté, qui a rejoint Conakry en bus, ont également reçu une dose. 10 jours après s'être déclarée en état d'épidémie d'Ebola, la Guinée a fait état d'une dizaine de cas probables ou confirmés et de 6 à 8 décès selon les sources. Près de 400 cas contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. L'épidémie en Afrique de l'Ouest avait causé plus de 11 300 décès de 2013 à 2016, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CICA TV. Au revoir.